Bien, bonjour à toutes et à tous. Je crois qu'on est dans un monde industriel, donc il faut démarrer à l'heure. Je me présente peut-être en deux mots. Je m'appelle Pierre Vels. J'ai occupé pas mal de jobs dans ma vie, notamment dans le monde des grandes écoles. J'ai dirigé une grande école d'ingénieurs. Je suis moi-même ingénieur, mais je suis aussi sociologue, économiste. Et je me définirais un peu comme un vieux militant de l'industrie. J'ai toujours pensé que l'industrie était au cœur du développement de notre pays. Et malheureusement, on n'a pas toujours été tellement nombreux à penser ça. Donc je suis très heureux d'être ici. J'ai changé un peu le titre par rapport à ce qui est sur votre programme, et je parle en particulier de renaissance industrielle. Le mot vous paraîtra peut-être un peu fort, parce que quand on écoute les médias, on écoute la presse et qu'on interroge aussi les gens dans des enquêtes, etc., on est plutôt dans un discours défaitiste de la désindustrialisation, etc. Alors, je ne nie pas évidemment qu'il y ait des difficultés. Nous les connaissons tous. Il y a eu aussi des erreurs. On a connu des décennies un peu difficiles en matière industrielle. Mais je pense véritablement que le mot renaissance industrielle n'est pas exagéré. Et la question, c'est, autour de cette renaissance, comment est-ce qu'on mobilise la jeunesse? Parce que c'est ça, à mon avis, qui est véritablement stratégique. Alors, première chose qu'il faut rappeler, c'est que, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, on n'est pas dans un trend de simple et linéaire de diminution de l'activité industrielle, ni même de l'emploi industriel. On est dans une industrie qui se renouvelle beaucoup. Et j'aime bien rappeler que même après la crise de 2008-2009, qui a été une saignée très très dure pour le monde manufacturier, eh bien, de nombreux territoires ont continué à créer des emplois. Entre 2007 et 2008, de 2007 à 2018, on a perdu pas loin de 500 000 emplois manufacturiers en France, ce qui est énorme évidemment. Mais n'oubliez pas que c'est un solde, et qu'en réalité, dans la même période, si on regarde plus finement la géographie, beaucoup de communes ont continué à créer des emplois. Donc on n'est pas, au fond, le problème n'est pas tellement qu'on supprime trop d'emplois, parce que c'est assez normal qu'il y ait du renouvellement, c'est qu'on n'a pas créé assez d'emplois. J'ai une carte, pardon, il faut que, voilà. En vert, c'est les créations d'emplois, c'est à l'échelle de la commune. C'est un collègue qui s'appelle Laurent Davzy, économiste, qui a fait ça. Et vous voyez, d'ailleurs, c'est intéressant. Bon, évidemment, le rouge est plus fort que le vert, mais vous voyez aussi la localisation du vert est intéressante. C'est-à-dire que les communes qui ont recréé de l'emploi industriel, parfois avec de nouvelles entreprises, parfois dans les entreprises existantes, sont plutôt quand même dans les périphéries des métropoles. Pas au cœur des métropoles, mais dans les périphéries des métropoles, ça a son importance. Alors, je parle de renaissance industrielle. J'aurais pu passer toute ma conférence sur ce sujet-là. Je veux simplement évoquer quelques-uns des éléments, parce que je pense qu'aujourd'hui, ce qui est fascinant, passionnant, c'est la convergence d'un certain nombre de champs. Je ne les prendrai pas vraiment dans l'ordre. Je commencerai par la transition écologique, qui est absolument, à mon avis, qui va dominer véritablement l'agenda des années à venir. On le voit bien, on le sent bien sur le plan politique et sur le plan sociétal. C'est véritablement ce sujet-là qui va dominer. Je pense que les industriels qui continuent à considérer que la question écologique est une contrainte un peu pénible par laquelle il faut passer, ils se trompent complètement. C'est aussi un champ formidable pour le renouveau. Il y a des économies considérables à faire sur les ressources. Et d'ailleurs, d'une certaine façon, c'est dans l'ADN même de l'industrie depuis toujours d'économiser les ressources, d'économiser l'énergie, d'économiser les matières. Et donc, moi, je fais partie des gens qui pensent que l'industrie est en fait un allié potentiel très important de la transition écologique, mais il faut être conscient du fait que le grand public ne pense pas ça. Et qu'il y a là aussi une bataille culturelle probablement à mener. Il y a la révolution numérique, j'en parlerai pas parce que vous la connaissez tous. Ce n'est pas seulement l'automatisation, on parle beaucoup de la robotisation. L'essentiel, c'est le partage des données et les nouveaux écosystèmes qui se construisent autour du partage des données. On voit qu'il y a une nouvelle géographie globale de l'industrie qui se met en place dans le monde. Je ne crois pas du tout aux thèses de la démondialisation. En revanche,
il est certain que la forme de mondialisation qui reposait sur des circuits parfois un peu extravagants de composants à travers toute la planète, ça c'est terminé. On voit déjà, il y a un resserrement très net des échanges sur les trois grands pôles du monde, l'Asie de l'Est, l'Europe et l'Amérique du Nord. Et puis on va avoir, je pense, un développement de production décentralisée, par exemple avec, là aussi on trouve le lien avec évidemment la révolution numérique, les jumeaux numériques qui vont permettre de fabriquer un peu à la demande à proximité des marchés. Et puis on a deux autres choses qui sont à mon avis tout à fait essentielles, qui sont évidemment les nouveaux modèles économiques. Moi je parle d'hyper-industrie pour dire qu'il faut arrêter de séparer d'un côté l'industrie manufacturière et de l'autre les services. Tout ça est aujourd'hui très très intégré. Et je résume souvent les choses en disant on passe au fond d'une économie des objets qui a été, on fabrique encore beaucoup d'objets heureusement, mais ces objets aujourd'hui sont surtout conçus comme le support de services. Et donc une économie des objets à une économie des usages. Certains disent une économie des expériences. Ça change évidemment beaucoup de choses. Et puis, dernier point, ça je pense c'est très important, on voit qu'il y a de nouveaux champs qui s'ouvrent et qui sont des champs porteurs de l'avenir véritablement pour l'industrie, y compris l'industrie manufacturière traditionnelle. C'est ce que j'appelle moi une économie humano-centrée, en ce sens qu'elle est centrée sur vraiment les individus. Vous regardez les secteurs qui se développent aujourd'hui, eh bien c'est quoi? C'est la santé, c'est l'éducation, c'est les mobilités, c'est tout ce qui touche le divertissement, la sécurité. Alors on a tendance à mettre ça un peu en dehors du champ traditionnel de l'industrie, ça va être au cœur, au contraire de l'industrie de demain. Alors voilà. Alors le problème c'est évidemment quelles ressources pour réussir cette renaissance. Il faut de la vision, ça c'est fondamental, il faut de la stratégie, il faut des capitaux, évidemment, il va falloir beaucoup investir, notamment pour la transition écologique, mais il faut aussi et surtout, la clé, c'est les talents et le capital humain. On est dans une situation assez bizarre parce qu'on mesure évidemment les investissements matériels, et même immatériels, les logiciels, etc. On ne mesure pas l'investissement principal qui est l'apport de capital humain. Voilà. Et donc ça, je crois que c'est absolument central. On n'est pas instrumenté vraiment pour ça, mais il faut être conscient du fait que si on n'embarque pas les jeunes talents, et quand je dis jeunes talents, je ne pense pas seulement aux ingénieurs Bac plus 8 ou Bac plus 12, je pense à toute la gamme des collaborateurs, parce qu'aujourd'hui, même à des niveaux d'exécution, on a besoin de gens qui aient des talents et de la motivation. Et donc ça, c'est... Bon, aujourd'hui, évidemment, les difficultés de la reprise, la difficulté de recruter que beaucoup d'entre vous rencontraient, le problème du retour au boulot en présentiel après le télétravail, tout ça sont des problèmes d'actualité qui vont rester un certain temps. Mais le problème de fond, c'est comment est-ce qu'on mobilise véritablement la jeunesse de ce pays et la jeunesse européenne de manière générale pour cette renaissance. Alors, ce n'est pas facile parce qu'il y a un certain nombre d'obstacles. Le premier obstacle, je l'ai déjà évoqué, c'est une image incroyablement négative de l'industrie dans l'opinion en général et chez les jeunes aussi. Peut-être que vous qui êtes baignés dans ce monde, vous vous en rendez pas toujours compte, même si vous avez des difficultés à recruter. Mais moi, j'ai enseigné à Sciences Po, par exemple, aussi. Je peux vous dire que quand on parle d'industrie, les gens ouvrent des grands yeux en disant « mais il y a encore de l'industrie en France ». Enfin, je pourrais raconter des anecdotes pendant des heures là-dessus. Il faut être conscient du fait que, écouter les médias, moi chaque fois que j'étais invité pour parler de l'industrie à la radio, plus rarement à la télé, eh bien ça commence toujours par une catastrophe, des pneus brûlés, des usines qui ferment, ou des catastrophes genre Lubrizol. Voilà. Et donc on a un très très gros travail à faire pour remonter la pente culturellement. Bon, moi, j'ai été très impliqué, par exemple, dans une opération dont on a peut-être entendu parler, qui était l'usine extraordinaire qu'on avait fait au Grand Palais. C'est fondamental. Il faut aussi arrêter de pleurer en disant tout va mal, parce que ça, évidemment, c'est pas très attractif pour la jeunesse, quoi. Les industriels sont un peu comme les paysans, parfois, ils disent bon, bah, tout va mal, tout va mal. Bon, si on veut attirer des jeunes, c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Il y a un petit risque de cercle vicieux. Je sais que beaucoup d'entreprises, devant les difficultés de recrutement automatise. Moi, je connais des entreprises qui ont décidé, là même maintenant, d'acheter des robots. Mais du coup, ça va bloquer peut-être la main-d'œuvre dans son état existant, qui est plutôt vieillissante, et compliquer l'embauche des jeunes. Les jeunes qui sont assez démoralisés en ce moment, que toutes les enquêtes le montrent. Il y a eu
un grand nombre de gens qui sont arrivés sur le marché du travail ou qui ont énormément de mal à rentrer sur le marché du travail pendant le Covid, ça, on risque de traîner un peu cette cicatrice-là pendant un certain temps. Il faut absolument donner des signaux très, 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 très forts aux jeunes. Alors, j'avance parce que je suis un peu en retard. Et puis, les dirigeants de PME et TI sont particulièrement âgés en France. Bon, je ne vais pas détailler ça, vous le savez, c'est quand on demande quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit quand on parle d'industrie, on parle de pollution, on parle de travail à la chaîne, on parle de choses comme ça. C'est franchement un peu effrayant. Et encore une fois, là, il y a un travail culturel énorme à faire. Alors, pour moi, par rapport à ça, j'en arrive à mon sujet. Il faut renouer les liens beaucoup plus fortement. Je sais qu'il y a des initiatives qui ont été prises récemment entre la French Tech et la French Fab. Il y a des représentants de la French Tech dans la salle. Il y en a d'autres ici. Et de la French Fab, pardon. Je pense cette idée de dire que d'un côté, il y aurait l'industrie manufacturière traditionnelle qui est un peu dans la routine et la tradition, et puis de l'autre côté, il y aurait la vraie nouveauté, la vraie innovation qui est dans la tech. Je pense qu'il faut sortir de cette idée-là. On a un sujet très important, c'est que le manufacturing n'est pas enseigné véritablement dans les grandes écoles. En Allemagne, vous avez par exemple des Maschinenbauer, des constructeurs de machines qui ont une place très très importante dans l'industrie et aussi dans l'université. En France, ça n'existe pas vraiment. La mécanique, c'est faire de la mécanique des fluides, des modèles éléments finis, ça on est très fort. Mais les machines, le manufacturing, il y a un gros travail. Il y a une coupure géographique parce que les jeunes diplômés qui créent des startups sont plutôt dans les métropoles. Je vais vous donner quelques graphiques après. Et ils ne connaissent pas vraiment le monde manufacturier, qui lui est plutôt suburbain et rural. Bon, je dis, dans la tech, on a des solutions numériques souvent qui essayent de trouver des problèmes, qui parfois s'inventent des problèmes, alors que dans l'industrie, on a des problèmes qui cherchent des solutions. Donc il faut absolument, je pense, remettre ces deux mondes ensemble. Voilà, ça c'est ça. Le graphique est parlant, il a été fait par Trendéo qui va me succéder à cette tribune. Il faudrait d'ailleurs rajouter Saclay à Paris. Vous voyez, c'est très, 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 très parisien. 9%, les startups à vocation industrielle, 9% des 15 000 entreprises de la French Tech, parmi lesquelles 500 sont considérées comme deep tech, c'est-à-dire porteuses de technologies de rupture. Donc on a un vrai souci là. C'est-à-dire qu'on a toute cette intelligence des jeunes qui sortent des universités, des écoles, et qui quand même méconnaissent le monde manufacturier. Il faut absolument reconnecter les deux. Alors les liens existent, il y a le volontariat territorial. Je trouve que c'est une formule un peu paternaliste, je ne sais pas si ça a vraiment marché. J'ai vu qu'il y a eu des accords récents entre France Industrie et la BPI, la plateforme Tech in Fab. Enfin, le sujet dont je vous parle, il est répertorié. Il y a des grands groupes qui s'intéressent aux startups. J'ai pris l'exemple de Michelin avec le Bivouac, à Clermont-Ferrand, il y en a d'autres. Puis il y a des tas de petites structures. Moi, j'aime beaucoup je fais un peu de pub pour eux au passage. J'ai un petit bureau d'études qui s'appelle OPO, qui fait de l'excellence opérationnelle et qui en même temps a créé à côté un petit incubateur de start-up, mais qui ont l'avantage d'être très, très, très directement connectés grâce à eux au monde industriel. C'est ça qui manque, quoi. On a des gens très brillants, mais qui n'ont jamais mis les pieds dans une usine. Et je pense que si on arrivait à mettre les problèmes passionnants de matériaux, de process, etc., et pas seulement de numérique, que les industriels ont sous la main et pour lesquels souvent ils cherchent désespérément de la main-d'œuvre, eh bien, on gagnerait beaucoup. Alors, il y a pour attirer pour attirer des jeunes talents, alors là, je pense plutôt à des niveaux ingénieurs ou techniciens dans les PME ou les ETI. Il faut être souple et pragmatique. Si vous imposez à quelqu'un d'aller s'installer avec sa famille à Vesoul, alors qu'il a essayé de monter une start-up à Paris ou à Lyon, ça ne marchera pas. Parfois d'ailleurs pour des bonnes raisons. Donc là, il faut utiliser le télétravail, il faut trouver des formules souples. Et puis, je termine là-dessus, il est absolument crucial de prendre en compte la culture des jeunes générations. Je pense que vous en êtes conscient, mais on vit une espèce aussi là, de révolution culturelle chez les jeunes, en ce sens notamment que, pour moi, il y a trois dimensions clés dans cette nouvelle culture des jeunes. Il y a la volonté d'autonomie. Ils n'ont plus envie, ils veulent prendre en main quitte à faire des choses plus petites, avec peut-être moins d'ambition de parcours dans des grands groupes ou même dans des parcours dirigeants, mais ils veulent maîtriser leur vie, l'autonomie.
hein. Ça, il faut arriver à le gérer. Pour les entreprises, ce n'est pas facile. Il y a la volonté de faire des choses, hein, qui, je crois, est très importante. Faire concrètement, voir ce qu'on fait. Donc là, c'est un atout, je pense, pour l'industrie. Moi, je connais beaucoup de jeunes qui, souvent un peu par des hasards, se sont retrouvés dans l'industrie en disant oui, bon, je vais y aller. Et puis ils sont passionnés parce que là, ils ont la matière, ils voient ce qu'ils font, c'est physique, etc. L'artisanat, soit dit au passage, est plébiscité, hein. Donc, vous avez des jeunes qui sortent des grandes écoles, qui deviennent charpentiers, etc. Ils pourraient aussi aller bosser dans dans de belles PMI industrielles. Et puis, last but not least, la sensibilité écologique qui est maintenant dominante. C'est-à-dire que là aussi, vous avez peut-être vu ce qui s'est passé dans un certain nombre de grandes écoles. Ce n'est pas du tout anecdotique. Les jeunes ont une conscience extrêmement aiguë de la situation, en effet, très difficile dans laquelle nous sommes du point de vue écologique, avec le réchauffement climatique, etc. Ils ont l'impression que les générations anciennes, moi, les baby-boomers et tout ça, on n'a pas pris ces sujets-là en compte. Et donc, ils iront de préférence dans des entreprises qui affichent très fortement la volonté de faire de l'écologie, et pas sous la forme du greenwashing, hein, parce qu'ils sont extrêmement subtils et sensibles à ça. Ils comprennent très très vite si l'engagement écologique du dirigeant est sérieux ou si c'est de la com pour faire bien. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je crois que j'ai dû à peu près épuiser mon temps. Tu avais une demi-heure, non, pour parler? J'ai parlé combien là? Un quart d'heure. Ah, j'ai parlé un quart d'heure. J'ai pas compris parce qu'il m'a donné un truc en disant il restait 19 minutes. C'est bizarrement organisé, hein. Ils sont pas au... Bizarrement.